Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle journée pour ce congrès des maires, 105e congrès des maires et présidents d'intercommunalité, et avec un débat central ce matin, débat sur les finances locales. Et une problématique un peu particulière cette année, car au-delà de l'actualité générale des finances locales, on va se poser une question: les communes vont-elles devoir réduire leur offre de services à la population ? Des dépenses de fonctionnement, des objectifs et des politiques nationales ambitieuses, petite enfance, équipements sportifs. Comment pouvoir répondre à ces injonctions? Et puis, bien évidemment, l'actualité des finances locales dans tous leurs aspects. Et pour co-présider cette matinée de débat, j'appelle Antoine Homé. Antoine Homé, le maire de Wittenheim, vice-président de Mulhouse-Alsace Agglomération, qui co-préside cette commission des finances locales. Et puis avec nous ce matin, Charlie Varin. Charlie Varin, qui est le président de l'association des maires de la Manche, maire d'une commune rurale commune nouvelle de 2700 habitants, précis en Normandie. Les intervenants et les témoins de ce débat ce matin: Catherine Bastoni, maire adjointe aux finances à Montigny-le-Bretonneux. Montigny-le-Bretonneux, c'est dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 32 000 habitants. Marie Ducamin. Marie Ducamin est maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, vice-présidente de Rennes Métropole. Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est 14 000 habitants. Et bien sûr, Rennes Métropole, 463 000 habitants, 43 communes. Vous y êtes délégué aux finances et à la commande publique. Et puis par ailleurs, vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'agence France Locale. Avec nous également ce matin, Charlotte Libert-Albanel, la maire de Vincennes, près de 50 000 habitants. Et on verra justement comment on déploie les services publics dans une commune comme la vôtre. Et Sandra Trochimara, qui est la maire de Cayenne. Cayenne, bien sûr, en Guyane, 57 600 habitants officiellement, parce que là aussi, quand on est sur des politiques à développer et qu'on est en Guyane, il faut penser aussi à des habitants qui n'étaient pas forcément déclarés. André Léniel nous rejoindra dans la matinée, mais nous accueillons tout de suite Thomas Cazenave, le ministre chargé des comptes publics, qui sera avec nous dans ce débat consacré aux finances locales. Et je me tourne pour commencer vers Antoine Homé pour ce traditionnel exercice de présentation de la conjoncture des finances locales. Mais je me souviens, il y a un an, on était avec Pierre Breteau et il y a un grand absent ce matin, Antoine. Oui, Jean, alors bonjour à toutes et tous. Je me lève parce que c'est un moment important. Alors déjà, l'autre jour, mardi, le président Lisnard, lors de l'Assemblée générale statutaire, a rendu hommage à notre ami Pierre Breteau. Vous voyez ici sa photo. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui en amitié, ici même. D'ailleurs, l'an dernier, nous présentions ce traditionnel débat finance. C'est allé vite. Il est parti vite, très vite. C'est un choc immense. Un homme de grande valeur qui a laissé, bien sûr, son épouse, ses filles, ses amis, sa famille dans les désarrois. Donc je voulais, avec l'ensemble d'entre vous, en présence du ministre, que je remercie de sa présence, avoir une pensée forte pour lui. Parce que la vie politique crée aussi, on ne le dit pas assez, des amitiés, des solidarités, des complicités. Et cela au-delà d'ailleurs des clivages, ce qui est la force de notre association. Cher Pierre, aujourd'hui, nous pensons beaucoup à toi, à ce que tu nous as apporté. Et je crois que c'était important de commencer, cher Jean, cette matinée par cet hommage solennel à Pierre Breteau. Merci à toutes et tous. Voilà qui devait être dit, et des applaudissements à la mémoire de Pierre Breteau. Et le rôle de cette commission que Antoine Homé, vous continuez à animer, et avec toujours cette acuité sur les finances locales, leur évolution, et on va faire le point pour commencer notre débat de ce matin. Oui, alors la commission des finances de l'AMF, c'est une des commissions les plus suivies, hein. Nous avons des membres fidèles, certains qui nous ont rejoints, d'autres qui sont là depuis longtemps. Évidemment, c'est un peu austère, pas très gai. Les bonnes nouvelles sont plus rares que les mauvaises.
mais nous allons en parler. Donc, je voudrais également remercier les collègues qui sont fidèles. Pendant longtemps, je l'ai animé avec Philippe Laurent, puis avec Pierre Breteau. Philippe Laurent qui nous rejoindra aussi. André Léniel est très présent. C'est vrai que les finances locales sont devenues un maquis. Et donc, néanmoins, sur le fond, et peut-être pour lancer le débat, et je voudrais remercier Charlie Varin qui va co-animer avec moi. Nous avons, comme nous le faisions avec Pierre et avec vous, une présentation un peu dynamique, pas trop longue mais dynamique, où nous alternerons les présentations. Je rappellerai quand même que le contexte est toujours difficile, suppression progressive de nos marges de manœuvre fiscales. J'aime à dire que c'est plus un panier fiscal que nous avons, c'est l'anse du panier, et encore, absence de revalorisation de la DGF à la hauteur des besoins, nous en parlerons avec le ministre. C'est un sujet important, cette année, c'est le combat que nous menons, c'est d'essayer de convaincre le ministre Bercy qu'il faut faire plus et mieux, parce que la revalorisation cette année, dans un contexte, on y reviendra, d'inflation qui reste importante, est en fait une baisse encore plus importante que l'an dernier. Le fléchage renforcé des ressources locales sur des priorités définies par l'État. Nous sommes élus sur des contrats démocratiques et de plus en plus, on a le sentiment que nos budgets d'investissement, lorsqu'ils existent encore, ne sont plus que la traduction des injonctions de l'État, souvent contradictoires. Donc, est-ce que nous sommes dans un début d'impuissance publique pour répondre aux besoins de la population? Nous avons voulu aussi, ça c'est original, centrer ce débat, alors on va parler de finances locales, mais aussi dans ce débat, en deuxième partie, de finances appliquées, un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui des services publics et notamment de la petite enfance, qui est un exemple intéressant à la fois des besoins sociaux de nos populations et des difficultés de les financer. Voilà pour l'introduction. Des politiques nationales qui peuvent s'entrechoquer quand on donne un objectif 200 000 places pour l'accueil de la petite enfance et puis les maires disent mais comment on fait, dites-nous, et on en parlera tout à l'heure. Alors, l'actualité des finances locales, et on décline avec vous, et on peut voir sur les tableaux les grands indicateurs qui vont s'afficher au fur et à mesure de votre présentation. Charlie Varin, c'est à vous, en duo donc avec Antoine Homé pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques chiffres. Les tendances 2023, donc une concentration de 63% du panier fiscal sur les seuls propriétaires avec désormais les taxes foncières et non plus et la suppression de la taxe d'habitation. La non-indexation de la DGF sur l'inflation qui réduit les ressources locales. Une part croissante des ressources locales qui est désormais adossée à la conjoncture économique via les compensations par la TVA. Le fléchage des dotations selon les priorités définies par l'État. Et la dégradation de la situation financière des départements qui pèse aussi sur les cofinancements de l'investissement du bloc local, ce qui induit des trajectoires d'investissement qui sont orientées à la baisse pour 2023. Voilà, alors je prends le relais. Je vais rappeler, en présence du ministre, quelles sont les propositions que nous défendons dans le cadre du PLF. Alors on fait des auditions. Bon, je dois dire qu'à l'Assemblée, évidemment, vu le contexte 49.3, il n'y en a pas beaucoup, et je le regrette. Mais au Sénat, nous travaillons, j'étais au Sénat. Le texte va bientôt passer au Sénat, et donc il est important de redire devant le ministre, qui connaît bien ces sujets, ce que nous demandons. D'abord sur la DGF. C'est un sujet qui n'est pas anodin. Pour beaucoup de collectivités, la DGF, ça reste aussi important que le foncier. Donc nous demandons une indexation sur l'inflation. Et aujourd'hui, les 220 millions d'euros qui sont prévus au début de la discussion du PLF ne permettent même pas d'ailleurs de financer la péréquation, notamment sur la partie DSU. Et en plus, c'est le retour de ce qu'on appelle les variables d'ajustement. Donc nous demandons en tout cas une indexation, mais en tout cas, la copie actuelle n'est pas satisfaisante. Deuxième point, sur les critères financiers des dotations. C'est un sujet très technique et très compliqué. C'est la réforme du critère d'effort fiscal. Nous pensons à l'AMF qu'il faut prolonger la neutralisation de cette réforme et renforcer les garanties en cas de perte d'éligibilité, parce que nous sommes déjà dans un système compliqué. Si de surcroît ça se passe mal, il faut maintenir cette neutralisation. Un sujet sensible, nous sommes ici au Congrès des maires, bien sûr, la dotation élue locale. Il y a une condition que nous estimons injuste tenant au potentiel financier que nous demandons de supprimer. C'est la troisième demande que nous faisons. Alors j'en parlais, la baisse des variables d'ajustement du bloc communal. Elles sont revenues au bout de quelques années, moins 27 millions d'euros de baisse qui sont à ce stade prévus sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et les fonds départementaux de péréquation.
pas un sujet anodin, notamment dans les territoires industriels, hein, pour ne pas parler chez moi en Alsace, mais par exemple de la Seine-Maritime. Je rappelle que vous êtes vice-président de Mulhouse Agglomération. Voilà. Et dans tous ces territoires industriels, la baisse des fonds départementaux de péréquation est très pénalisante. C'est donc un sujet, nous demandons que l'on supprime la baisse des variables d'ajustement. La DETR et la DSIL, les dotations d'investissement, je l'ai dit, elles sont tellement fléchées sur les priorités de l'État que nous partageons, que nos marges de manœuvre sont restreintes. Donc ça, c'est une tendance, effectivement. Nous sommes partisans de dotations libres d'emploi. Ça, c'est sur les dotations. Rapidement, sur la fiscalité, nous avons 4 propositions. D'abord, la CVAE. Nous avons chiffré le manque de recettes par rapport à la CVAE sur la compensation à 765 millions d'euros. Nous sommes prêts d'ailleurs à participer à des réunions d'évaluation contradictoires et nous demandons une compensation intégrale de la CVAE, considérant d'ailleurs que toutes ces suppressions de fiscalité locale sont nocives par principe, y compris l'ATH, on l'a dit. Nous demandons la compensation intégrale de tous les abattements et exonération du foncier bâti, décidé ou soutenu par l'État, parce que non seulement il n'y a pas compensation, mais celle-ci, lorsqu'elle existe, diminue. Nous demandons la création d'une fiscalité unique sur les logements vacants. C'est devenu un sujet extrêmement compliqué et il faut là-dessus probablement un dispositif unique. Et enfin, nous demandons un assouplissement des règles de lien avec les taux du foncier bâti, puisque si le panier fiscal s'est réduit, il reste encore des règles de lien assez compliquées. Donc il y a des sujets de dotation et des sujets fiscalité. Le ministre les connaît. Nous pensons que la discussion parlementaire, quelles qu'en soient les modalités, doit aboutir, encore une fois, à des dispositifs beaucoup plus positifs pour les collectivités territoriales. En tout cas, c'est le sens de nos demandes. Voilà, Jean. Merci Antoine. Alors il y a l'actualité du projet de loi de finances qui arrive au Sénat, cette actualité immédiate avec des demandes. Et puis hier, le président de la République, recevant 1000 maires, a annoncé un travail de réforme de la DGF, travail qui sera confié au comité des finances locales, a-t-il dit, et il promet un système plus juste, plus clair, plus prévisible. Ça, c'est après-demain. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le budget 2024. Monsieur le ministre, vous entendez donc ce que viennent de nous dire Antoine Homé et Charlie Varin, peut-être une première réaction. Merci, oui, une première réaction. Bonjour à toutes et à tous. Rarement le meilleur rôle avec le ministre du Budget au moment de la saison budgétaire et du dialogue que nous avons chaque année avec les associations d'élus. D'ailleurs, je participais l'année dernière à un débat finances locales avec une autre casquette comme parlementaire et président de la délégation aux collectivités territoriales. Moi, je suis très attaché à ce dialogue. On n'est pas toujours d'ailleurs d'accord sur tout, mais peut-être revenir un peu sur le contexte. D'abord, moi, je me félicite quand même que la situation financière des collectivités territoriales, elle résiste, et elle résiste bien. D'ailleurs, on le voit dans une partie des documents que vous avez présentés. Certains, il y a encore un an, nous prédisaient une forme d'effondrement de la situation, et vraiment, je pense qu'on peut se féliciter. Moi, je veux dire, je ne crois pas à l'opposition de l'État et des collectivités locales. On a besoin de ce dialogue et puis de se dire quels sont un peu les projets que nous avons en partage, et nous avons les finances publiques en partage. Bon. Mais donc, parfois aussi, c'est dans la douleur que ça se fait, dans des difficultés du côté des collectivités, ces ajustements. C'est vrai. Et je disais, je suis content de ne pas être ministre du Budget à l'époque où on a retiré 10 milliards d'euros de la DGF. Voilà. Et je sais que la demande, je l'entends, je la comprends sur l'indexation de la DGF. Et je dis juste que dans la situation qui est la nôtre, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On a depuis plusieurs années arrêté la baisse de la DGF, faut-il le dire. On l'a augmentée, tu as nommé le rappeler, de 320 millions d'euros l'année dernière, ce qui fait que 95% des communes n'ont pas vu de baisse, certaines une hausse de leur DGF, et on recommence cette année. Bon, premier élément. Dans ces cas-là, on entend toujours ceux qui ont une baisse. Bien sûr, j'entends. Mais j'y reviendrai sur la DGF et les annonces du président de la République hier à l'Élysée. Deuxième élément, est-ce qu'on continue à soutenir les collectivités territoriales dans ce budget? Oui, les concours financiers de l'État à destination des collectivités, c'est encore plus d'1 milliard de plus. On l'évoquera peut-être, le soutien à l'investissement, le fonds vert qui est pérennisé, qui est augmenté, la dotation biodiversité, dotation titres sécurisés. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends les demandes.
on aimerait bien faire plus. Vous savez, quand on a 5% de déficit public, que l'État, et moi je le dis, a beaucoup protégé quand même pendant les différentes crises, a beaucoup protégé nos commerçants, nos salariés, nos entreprises, nos associations, nos collectivités aussi. On ne peut pas tout faire, c'est une question d'équilibre. Moi, je me félicite en revanche en matière d'indexation, je le dis parce que j'étais député à l'époque. On s'est battu contre des groupes d'opposition qui voulaient désindexer les bases foncières. Et si le bloc communal résiste bien, dans les chiffres que vous présentez, c'est qu'en fait, vous avez des ressources très dynamiques, grâce notamment à l'indexation de la base foncière de plus de 7%. Et je le dis, l'année prochaine, c'est encore une augmentation de 4,5%, nettement supérieure à l'inflation qui est attendue autour de 2,5%. Donc, des ressources dynamiques, des ressources dynamiques. Pour autant, moi je vais vous dire, je m'y suis penché comme député, comme président de la délégation, comme ministre du budget. Je n'arrive pas à comprendre la DGF. Je n'arrive pas à comprendre la DGF. J'allais dire, vous n'êtes pas le seul. Non, mais je pense qu'on est peu nombreux. Il y a eu un empilement, une sédimentation. C'est devenu, je veux dire, c'est devenu incompréhensible. J'avais des maires de mon territoire, la Gironde, hier, avec qui je discutais, qui me présentent des cas qui sont objectivement incompréhensibles parfois, avec des écarts entre communes qu'on ne sait plus expliquer. Le président de la République, d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion lors du débat sur les finances locales au Sénat, dire moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on réouvre complètement cette question. C'est devenu incompréhensible et ingérable. Deuxième élément quand même que je voulais partager par rapport aux attentes exprimées par l'AMF via la voix d'Antoine Noé. Sur la fiscalité, il y a quelques avancées intéressantes quand même dans notre projet de loi de finances que je voulais partager. Oui, on va assouplir les règles de lien entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière. C'était une demande récurrente de l'AMF, des élus. C'est dans le projet de loi de finances, c'était un amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale que nous avons retenu. Je partage par ailleurs, et on a lancé un travail sur les logements vacants, entre la taxe sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les... Tout ça est quand même un imbroglio à ne plus rien y comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a juste un enjeu financier entre l'État et les collectivités sur ce sujet-là. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on trouve une solution pour s'en sortir. Donc, on a des sujets sur lesquels on avance. On avance bien. On continue à écouter. Et vous le rappeliez, le débat continue au Sénat. Moi, je commence cet après-midi la discussion sur le projet de loi de finances. Et je ne doute pas que la question des collectivités territoriales fera l'objet d'échanges nourris entre nous. Merci pour cette première prise de parole. Je rappelle bien sûr que ce débat finance, c'est le vôtre. Et vous avez des points micro dans les allées de cet auditorium. N'hésitez pas à témoigner de ce que vous vivez, des difficultés que vous rencontrez et aussi de propositions que vous souhaitez faire. Charlie Varin, peut-être poursuivre cette discussion avec cette actualité immédiate des finances locales. Alors, donc, quelques points sur ce que l'AMF a proposé et ce qui a été obtenu et entendu. Donc, le Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ce qu'on appelle plus communément le Fonds vert, est en augmentation à 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement de crédit. La DETR et la DSIL avec une simplification des procédures administratives, et je pense que là, ce sera une bonne nouvelle pour l'ensemble de nos collègues maires et élus. La DGF, Monsieur le Ministre l'a rappelé, en hausse de 220 millions d'euros en 2024. Une dotation de soutien aux aménités rurales, dont l'enveloppe est portée à 42 millions d'euros à 100 millions d'euros en 2024. Une dotation pour les titres sécurisés. La dotation élu local qui est en hausse de 400 000 euros pour financer l'extension de la compensation au titre de la protection fonctionnelle des élus des communes de moins de 10 000 habitants. Et enfin, le maintien du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, puisque dans le projet de loi initial, ça faisait partie des choses qui avaient disparu. Enfin, en termes de fiscalité, donc la récupération de la TVA à compter du 1er janvier 2024, avec un régime de croisière qui sera mis en place. Et enfin, le dispositif ZRR, donc zone de revitalisation rurale, qui est maintenu et avec une appréciation qui sera portée à la maille intercommunale et non plus à la maille communale. Voilà pour les éléments. Antoine Noé. Oui, je vais peut-être terminer cette présentation pour qu'on ait du temps, évidemment, pour échanger avec la salle et en présence du ministre. Et après, nous aborderons, bien sûr, le sujet petite enfance. C'est une belle illustration.
Et équipements sportifs comme, oui, exactement, des illustrations concrètes, voilà, des difficultés, mais aussi des enjeux et des défis que doivent relever les élus locaux aujourd'hui. Voilà, ça illustre deux choses. Hein. D'abord, c'est ce que j'appelle les plans qui arrivent régulièrement. Hein. On dit, on a là le ministre du budget, peut-être qu'il est sur une position différente, mais j'avais eu quelques débats un peu vifs avec monsieur le maire, parce que vous avez réuni pour une réunion en disant qu'il faut faire des économies, et puis il y avait eu les annonces de monsieur Guirini, hein, la veille, sur lesquelles nous étions d'accord sur le principe, mais il y avait un problème de financement. Alors, les propositions globales de l'AMF sont les suivantes. Pour relancer la décentralisation, nous pensons, mais ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, qu'il faut une réforme fiscale d'ensemble pour rétablir l'autonomie de gestion des collectivités. C'est un vrai sujet. Nous avons effectivement l'idée qu'à chaque strate de collectivité doit correspondre un impôt, que le panier fiscal doit reposer équitablement sur les entreprises et sur les ménages, et que la mise en place d'impôts résidentiels doit garantir l'équité entre les habitants d'une même commune. Alors, c'est pour ça que nous demandons que la définition des ressources propres des collectivités exclue les transferts de l'État. En gros, ça doit être les impôts dont nous maîtrisons l'assiette et le taux. Et nous voulons également, nous pensons aux collectivités ultramarines, bien sûr, que soient traitées les inégalités en matière de cadastre. Ce sujet a été évoqué. Je termine avec la question de la gouvernance des finances publiques, vieux sujet, mais c'est l'idée de proposer un pacte financier entre l'État et les collectivités pour répondre à la nécessité de transparence et de rationalisation de la décision financière concernant nos collectivités, qui doit reposer sur le principe du qui décide paye. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces plans qui sont annoncés par un ministre tous les 15 jours, nous sommes souvent le payeur final. Alors, il y a enfin un dernier point, je suis membre du Conseil national d'évaluation des normes, c'est l'excès de normes. Hein. Il y a une production législative et réglementaire qui génère bien sûr beaucoup de dépenses locales et sur lesquelles aussi il faudrait définir un objectif d'évolution. Donc au-delà des sujets de la loi de finances qu'on vient d'évoquer, nous pensons que sur la décentralisation et sur la gouvernance des finances publiques, il y a des chantiers d'ampleur à engager. Voilà. Eh bien, au-delà des chantiers d'ampleur, et on en parlera tout au long de la matinée, je vois qu'il y a déjà une première demande de prise de parole. Hein. C'est vraiment votre débat et on vous donne la priorité. Donc allez-y, vous vous présentez s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Antoine. Max Vincent, maire de Limonest, conseiller métropolitain et membre de la commission des finances de l'AMF. Commission à laquelle je suis très assidu. Je voudrais poser plusieurs questions à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous venez de parler du foncier bâti en disant qu'on a eu une réévaluation des bases de 7,1%. Mais ce que vous oubliez de dire, et j'aimerais bien que tout ça se soit rectifié, c'est que ça s'applique qu'aux maisons d'habitation. Et les locaux professionnels, et moi je parle de ma commune, j'ai une grosse zone d'activité, et la réévaluation, elle a été à peine de 1%. Donc on est loin du delta de l'inflation. Et sur ma structure communale, j'ai 75% de locaux professionnels et 25% sur l'habitat. Donc là aussi, c'est une injustice. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la non-compensation. Vous nous avez à une époque demandé de réduire de 40, 60, voire 80%. Or, moi, j'ai réduit de 40% parce qu'on a besoin de ressources. Et là, bien évidemment, pas du tout compensé. Les 2 premières années, eh bien, c'est 40% pour la commune de Limonest. Eh bien, je trouve que ça, c'est extrêmement injuste. Troisième point, la DGF négative, qui a été instituée pour le rétablissement des comptes publics. Je croyais que les comptes publics avaient été rétablis. Pourquoi on maintient encore cette DGF négative, qui est extrêmement injuste? Parce que la contradiction, c'est que j'ai de la DGF négative, mais on m'a reversé un petit peu de DGF parce que ma population a augmenté. C'est encore d'une complexité, mais c'est kafkaïen. Et puis, dernier point, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Comptes publics, moi je voudrais qu'on m'explique comment on revalorise ou compense la perte de la taxe d'habitation chaque année. J'ai demandé ça aux services fiscaux, ils n'arrivent pas à me l'expliquer. Et avant, on avait des bases qui augmentaient régulièrement. Et là, nous ne savons rien. Donc, Monsieur le ministre, éclairez-nous, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, éclairez-nous, s'il vous plaît. Des questions précises, parce que c'est ça, c'est cette horlogerie de précision que sont aujourd'hui les finances locales. Horlogerie de précision et entre la dérive kafkaïenne, on est un peu entre les deux. Non, sur la revalorisation des bases,
D'abord, il y a cette règle à laquelle on n'a pas touché, je redis, sur la taxe foncière, 7,1%, 4,5% l'année prochaine. Je trouve que ça offre au bloc communal des recettes extrêmement dynamiques. Et moi, je pars du principe que c'est une fiscalité 100% locale. Sur les locaux professionnels, nous étions encore en train d'en parler avant même le début de cette table ronde. Moi, j'ai souhaité, sur ce sujet-là, prendre des décisions naturellement avec les associations d'élus. Je ne prendrai pas, je le dis, une décision seule sur ce sujet. Nous sommes réunis, et il y a de nombreux représentants des associations d'élus parmi vous qui ont participé à ces réunions. Nous sommes réunis à 2-3 reprises et nous avons décidé d'un commun accord de nous donner un objectif, la poursuite de l'intégration dans les bases pour les rôles de 2026, donc dans le PLF 2025. Ce n'est pas une décision du ministre du Budget. Moi, je l'ai dit de manière très très claire, c'est votre impôt. Donc, je ne vais pas vous mettre à votre place. Moi, je ferai ce qui vous semble être bon, le bon calendrier. Et le bon calendrier, on l'a défini ensemble. Et on va, je pense, dans les quelques heures, les quelques jours, sortir une position commune, ministère, association d'élus, parce qu'on a travaillé ensemble et il était hors de question que je prenne tout seul dans mon coin une décision sur un sujet qui vous impacte directement. Et votre position, c'est celle-ci. Et ma responsabilité, c'était de reprendre strictement la position sortant du débat avec les associations d'élus. Sur la DGF, vous dites, bon, il y avait des DGF négatives, c'était quand les comptes publics étaient en déséquilibre. Maintenant, mais les comptes publics, ils sont toujours en déséquilibre. Hein. Hélas, on a encore un gros travail de redressement des comptes publics devant nous, je le dis, ça ne fait plaisir à personne d'avoir 5% de déficit public. On était à moins de 3% avant la crise. La crise, je le dis, hein, la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise en Ukraine. Et on l'a vu avec beaucoup de protection. Ne serait-ce que sur le budget 2023, la protection des Français face à la crise énergétique et l'inflation, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 43 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous prenons encore 37% de la facture d'électricité des Français. Et donc, on doit sortir de ce système-là. On a bien fait de protéger, je vais vous dire. Quand je regarde nos pays autour de nous qui rentrent parfois en récession, on a bien protégé. Les entreprises se sont battues, les collectivités se sont mobilisées pendant la période de la crise. Mais maintenant, il nous faut continuer à redresser. Et pour répondre à votre interpellation sur la logique kafkaïenne, oui, à 200%. Je le partage. On n'y comprend plus rien à la DGF. Donc moi, je suis ravi que le CFL ait été missionné pour remettre à plat les dotations globales de fonctionnement et qu'on bâtisse un autre système. Moi, j'y suis extrêmement favorable. Et enfin, dernier point, je voudrais répondre à Antoine Homé sur la décentralisation. Le président de la République a annoncé hier, rappelé qu'il avait confié à Éric Woerth une mission pour moi très importante. Éric Woerth qui était avec nous hier matin. Voilà, très important. Je dis j'y suis très attaché. Pourquoi ? Parce que notre organisation, depuis les lois de fer, nous avons cessé d'imbriquer les compétences les unes avec les autres, de bâtir un système finalement un peu d'irresponsabilité qui empêche finalement d'une certaine manière d'agir. C'est une initiative, c'est une mission extrêmement importante qui doit nous permettre d'agir plus vite, de répondre à la crise démocratique que l'on observe. Et puis aussi, je le dis, agir plus vite et simplifier nous permettra d'être plus sobre sur les deniers publics, je crois. Merci. De ce côté, monsieur, vous avez la parole, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Claude Barbier, donc maire adjoint de la commune de Viry, en Haute-Savoie, à la frontière avec la Suisse. Ça a son importance. Je vais vous citer 3 chiffres. La Haute-Savoie touche 34 € par habitant en DGF, le département de la Savoie 70 et le département de l'Isère 130. J'ignorais que la Haute-Savoie était 4 fois plus riche que l'Isère, mais c'est une des joyeusetés de la DGF. Mais on devrait aussi avoir une certaine visibilité, puisque la richesse produite dans nos territoires, eh bien, elle est largement amputée en matière de TVA, de taxes sur les produits pétroliers, de droits de mutation, de droits de succession. On a une invisibilité totale sur les sommes prélevées dans les départements, et je crois que c'est aussi un objectif, c'est d'avoir une plus grande visibilité, pas uniquement au niveau de la DGF, mais des sommes collectées par territoire. Je vous remercie. Merci, on va prendre une autre prise de parole de ce côté, allez-y. Merci. Tandis qu'André Léniel, le président du comité des finances locales et vice-président délégué de l'AMF, nous rejoint.
Allez-y, c'est à vous. Dominique Amiard, donc maire de la commune de Cure, une commune de la Sarthe, 499 habitants DGF. Les collègues sauront ce que ça veut dire. En fait, c'est un témoignage que je voulais vous présenter, celui d'une commune qui est en grande difficulté, une commune rurale, grande difficulté budgétaire. Monsieur le ministre, vous avez dit que globalement les collectivités s'en sortaient bien. Je voudrais vous témoigner de la situation de la mienne pour vous dire que toutes les communes de France sont loin d'être dans cette situation, dans le milieu urbain, mais aussi pour un certain nombre dans le milieu rural. J'ai peut-être environ 250 000 euros en tout et pour couvrir tout mon entretien de voirie, de voie communale, 24 km, sans aucune aide de qui que ce soit. J'ai une école, on est dans Civaux, j'ai 2 classes à ma charge, entièrement bâtiment, fonctionnement, etc. J'ai un restaurant scolaire, avec un déficit évidemment, comme tous les collègues le savent. J'ai aussi évidemment du ménage dans les bâtiments, j'ai de l'entretien de bâtiments, le minimum, l'église, la mairie, etc. Un petit club de foot, des vestiaires break-ballants. Toute la réalité de la vie communale d'une commune rurale. Tout à fait, voilà la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces 240, 250 000 euros, je suis dans l'incapacité de couvrir mes frais de fonctionnement, juste les frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'est même plus question de dégager de l'autofinancement pour pouvoir avoir des projets qui vont me permettre d'émarger au fonds friche, au fonds vert, déposer des dossiers pour la DETR ou la DSIL, éventuellement profiter des plans de relance. Non, tout ça, c'est en vitrine, mais c'est pour les autres. C'est pas pour ma commune et c'est pas pour mes habitants. C'est d'une violence terrible. Terrible parce que quand les habitants poussent la porte de la mairie, je leur dis forcément que de toute façon, je ne suis pas en capacité de faire venir une entreprise pour une petite intervention, etc., qu'il faudra attendre 2-3 ans pour regrouper ça, essayer de faire quelques économies d'échelle. Et tout est ainsi. Et à côté de ça, on pourrait rajouter, par exemple, il y a eu une dotation récemment, 2022, dotation inflation. Ben, heureusement, je n'avais pas demandé d'avance. Je pensais peut-être que j'allais quand même pouvoir en bénéficier. Ben, bien sûr que non, je remplis 3 critères sur 4. Le 4e, il fallait atteindre 50%, je suis à 48,5%. Donc, cette dotation inflation, je n'en ai pas non plus bénéficié. Et combien de choses de cette nature-là. Voilà la situation dans laquelle on est, et c'est d'une brutalité, et c'est quelque chose qui, ça fait près de 30 ans que je suis maire. Je pense que la situation n'a jamais été aussi dégradée dans ma commune, et il n'y a pas d'espoir véritablement d'amélioration. Chaque année, je viens témoigner de cette situation. C'est la situation d'un certain nombre de communes rurales qui sont véritablement en plein désarroi. C'est une misère territoriale qui est sans nom et que je tiens aujourd'hui à dénoncer. Et moi, je ne vois rien venir par rapport à cela. Il y a de surcroît des effets de seuil, c'est-à-dire que si vous perdez un habitant, que vous tombez à 499, vous devenez riche d'un seul coup, alors qu'au 31 décembre de l'année précédente, vous étiez pauvre, et vous perdez votre DSR cible. Merci. 25 000 euros, c'est ce qui m'est arrivé. Merci de ce témoignage. On prend d'autres prises de parole et on se tourne de ce côté de la salle. Merci de l'auditorium. Oui, bonjour à toutes et à tous. Paul Savatier, maire d'un très très beau village en Ardèche, Saint-Vincent-de-Barès, 856 habitants. Ce que je voudrais dire, monsieur le ministre, c'est qu'à tout niveau, nous sommes responsables. Il n'y a pas d'irresponsabilité. Et à tout niveau, que ce soit au niveau des communes, des communautés de communes. Faire des choix, c'est notre quotidien. Faire des choix pour les services à la population, c'est effectivement notre quotidien. Et je pense qu'effectivement, il faut que nous fassions très attention dans nos programmes en alliant à la fois ambition et réalisme. Vous avez parlé effectivement d'un certain nombre d'interventions sur la suppression de la taxe d'habitation. Bien sûr, il y avait des choses à faire sur la taxe d'habitation, c'était largement demandé. Mais nous sommes arrivés à un système où seuls les propriétaires payent donc un impôt local. C'est une sorte de... Je ne voudrais pas quand même qu'on revienne à un suffrage censitaire qui a eu lieu, qui a été pratiqué il y a déjà plusieurs siècles. Le lien entre habitants et communes a été rompu et je pense que ça sera un vrai problème sociétal qui n'a pas été mesuré. Ensuite, sur les injonctions contradictoires, juste une pour l'exemple. France Service, très bien. Vraiment apporter un meilleur service aux habitants. Mais pourquoi ne pas s'être appuyé
sur le réseau des communes, des mairies, qui sont les premiers guichets d'accueil des habitants, effectivement par une formation, par du financement qui soit attribué à ce niveau-là, faire fonctionner le réseau local. Et dans le même temps, donc, où vous nous demandez de maîtriser nos charges de fonctionnement, je crois que nous faisons, eh bien, vous nous incitez à ouvrir des postes pour France Service. Voilà un peu des injonctions contradictoires. Enfin, sur les dotations et soutiens qui sont apportés à notre fonctionnement et à nos investissements. Oui, je voudrais dire que les dotations, DGF, DETR, etc., mesdames et messieurs, nous sont dues au titre de la décentralisation de 82, 86, 2004 et compagnie. Et que, effectivement, sur la DGF, plus personne n'y comprend rien, même vous. Donc ça, effectivement, c'est une constante. D'une façon schématique, l'habitant rural compte pour moitié de l'habitant urbain, et c'est vraiment quelque chose d'interrogatif. Ma commune a perdu 2/3 de sa DGF depuis 2015. Et je ne voudrais pas paraphraser quelqu'un que je n'apprécie pas du tout, mais je dirais volontiers, mais où est-elle passée cette bonne vieille réduction des dépenses publiques? Et je parle bien évidemment de la période avant Covid. C'était fait pour ça et rien n'a été fait en la matière. En ce qui concerne les soutiens donc, de l'État, la DETR, pour ce qui concerne des communes comme les miennes, le Fonds vert, un certain nombre de... Je pense que, comme ça a été dit, elles doivent rester ouvertes sur nos compétences et sur nos projets. On a finalement au niveau local des réglementations tatillonnes qui nous arrivent, qui examinent tous nos projets. En vous demandant de conclure, s'il vous plaît. Oui. Et j'ai interpellé M. Béchu mardi matin. Effectivement, l'appel immodéré aux appels à projets sont vraiment une infantilisation des élus locaux. Il y a des gens dans la haute administration qui pensent ce qui est bon pour nous et ensuite essayent de nous faire rentrer dans leur petite case et on doit y rentrer si on veut obtenir des soutiens. Et là, je conclurai là-dessus, Monsieur le Ministre, il faut que vous soyez très vigilants entre les discours, la loi et les réglementations qui partent au niveau local de vos administrations, parce que c'est souvent beaucoup plus amplifié qu'effectivement tous les projets et tous les discours qui sont faits. Donc, et du coup, le résultat qu'on a chez nous, qui arrive, c'est effectivement des consignes, encore une fois, très tatillonnes, qui arrivent dans nos collectivités et sur nos territoires. Merci. Merci. Madame, allez-y, vous avez le micro et vous vous présentez. Oui, bonjour. Donc, Jeannie-Claude Solis, maire d'une commune Saint-Jouvent, 1700 habitants en Haute-Vienne. Moi, mon interrogation, c'est par rapport au maintien du fonds de soutien aux activités périscolaires. Bon, je suis ravie qu'il soit peut-être maintenu pour cette année scolaire, mais ça pose un problème de fond. Je rappelle que l'école, le choix national, est d'avoir 4 jours et demi. Posez-vous la question de savoir pourquoi il y a maintenant plus de mairies qui décident les 4 jours que les 4 jours et demi. C'est un jour de chauffage en moins, c'est du ménage en moins. Et donc les communes qui résistent, parce qu'elles pensent qu'effectivement 4 jours et demi c'est bien, et que la découverte d'activités périscolaires est un vrai service aux familles, aux enfants qui ne peuvent pas se financer une séance d'équitation, elles ne le feront jamais, ou de la découverte de peinture, ou du conservatoire de musique, toutes activités très élitistes qui peuvent être découvertes en TAP, qui peuvent déjà amener quelques connaissances ou quelques envies. Demandez-vous s'il est logique de frapper de plein fouet sur ce sujet des activités périscolaires, alors que l'on dit que l'enfance et la petite enfance sont des priorités, alors que l'on dit qu'effectivement, c'est l'un des services importants des communes qui ont encore quelques écoles, qui n'ont de moins en moins souvent des commerces qui ferment. Donc, ce service, Monsieur le Ministre, je vous en prie, maintenez-le et au-delà de l'année scolaire 2023-2024. Merci. Le deuxième sujet, c'est les AC. Les AC qui sont figés dans le temps sont un vrai problème de débat au sein des communautés de communes. Parce qu'à un moment donné, vous avez une faible AC, quoi qu'il se passe dans votre commune, vous ne pouvez jamais la réévaluer. Et d'autres communes qui ont eu des AC, parce qu'il y avait un barrage à une époque, parce que voir se maintenir une AC d'un niveau élevé alors qu'il n'y a plus la justification. Et là, on arrive au problème des débats au sein des communautés de communes, parce que l'injustice, l'inéquité, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais expliquer aux administrés.
Et quand c'est figé, définitivement, on me dit, écoutez, on a nos yeux pour pleurer, c'est comme ça. Et quand on répond c'est comme ça à un administré, cela montre qu'on n'a plus aucun pouvoir d'agir. Merci. On prend une dernière intervention dans cette première série d'interpellations. C'est à vous, monsieur. Merci. Philippe Janicot, maire d'une commune de 3000 habitants, Boisseuil, et vice-président Limoges Métropole, en charge du cycle de l'eau. Donc ce n'est pas une rébellion de la Haute-Vienne, puisque ma collègue précédente, c'était le hasard, et de la Haute-Vienne aussi. Je partage tout à fait son avis concernant le périscolaire. C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, on souhaite vraiment donner à nos enfants une possibilité de s'ouvrir sur la culture, le sport ou autre. Et pour ma commune, c'est 14 000 €. On a déjà fait le calcul. Si vous arrêtez cette aide, c'est 14 000 € qu'on doit s'autofinancer, encore une fois, dans un contexte d'aujourd'hui qui est extrêmement compliqué. Je suis obligé de réagir parce que tout à l'heure, je vous entendais d'auto-sollicitation et félicitations. Surtout félicitations. Moi, je me félicite, comme mes collègues ici, élus, d'être encore debout dans un contexte compliqué, extrêmement varié, que ce soit sécurité, que ce soit financier, que ce soit et tous les problèmes du quotidien qu'on subit tous, entre la gestion des riverains entre eux, etc., qui sont un quotidien classique pour un élu, pour un maire. Simplement, aujourd'hui, ce que nous attendent nos concitoyens, puisque nous sommes des élus de terrain, et nous sommes associés avec vous, avec l'État, avec toutes les collectivités, puisque pour que le pays fonctionne, c'est l'entraide entre nous tous, pour que nous tous, on s'y retrouve. Et aujourd'hui, ce que je dis à mes concitoyens, c'est que comment voulez-vous gérer une commune quand on ne sait pas pour investir ce qu'on va avoir droit? Moi, je pars d'un principe, on m'a éduqué comme ça, pour pouvoir investir, il faut que je sache ce que j'ai dans les mains pour me dire que je ne vais pas fragiliser mes finances. Aujourd'hui, en fait, on est simplement mis sous perfusion. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on vit les choses au quotidien. Nous sommes perfusés par l'État pour se dire, eh bien écoutez, j'espère prendre un petit coup de seringue pour m'aider à aboutir sur un projet que je ne suis pas sûr d'atteindre. C'est la réalité, monsieur le ministre. C'est la réalité du quotidien. Nous sommes sous perfusion. Aujourd'hui, on n'a pas de budget sûr pour savoir sur ce projet-là, est-ce que j'aurai de finances suffisantes pour aller au bout d'une démarche minimum. On ne cherche pas de s'enrichir ou amener des infrastructures infondées. Non, non, c'est juste répondre à un minimum, et c'est pour ça que nous sommes élus, c'est essayer de répondre à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, moi, la félicitation, comme vous l'avez fait pour vous, je la fais pour moi et pour mes collègues. Restons debout, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, et si l'État derrière, que de le dire, ne nous donne pas des moyens, un minimum pour bien fonctionner, c'est une bombe à retardement. Simplement un chiffre, 70% des investissements de l'économie locale est appuyé par les collectivités. Si aujourd'hui nous sommes en difficulté, je peux vous témoigner aussi que déjà même les métiers du bâtiment, qui est quand même une structure solide et on voit ce que ça impacte sur l'économie nationale, déjà ils ont des trous dans leur cahier des charges. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Alors, des questions très, très précises, mais aussi des témoignages, capacité très, très limitée, pour ne pas dire inexistante, d'investissement en commune rurale, tel que l'expliquait ce maire de la Sarthe. Problème de zonage aussi, de seuil, où on se retrouve exclu de tel ou tel dispositif. Et puis plus généralement, des contraintes et des difficultés dans la gestion locale. Merci. Je ne méconnais pas du tout ni les difficultés, parce que au-delà des rencontres qu'on a ici, d'ailleurs moi je suis moi-même élu local, je me déplace, j'ai une expérience un peu comme les autres, et donc je suis pas, comment dirais-je, j'essaie de partager avec vous le cadre dans lequel on intervient, les contraintes qui sont les nôtres, et comment on veut avancer sans promettre de remède miracle, ni de faire de fausses promesses. Ce que je veux dire par là, les questions qui sont soulevées dans vos interventions, il y a la question de l'annualité budgétaire. C'est vrai, vous nous dites, pour s'engager dans des projets, on a de lourdes responsabilités, au-delà des services du quotidien, d'ailleurs, dans la transition écologique, on doit investir, les réseaux d'eau, l'éclairage, la rénovation du bâti, la rénovation de nos écoles. Comment on fait ça si on a une incertitude sur ce dont on va pouvoir disposer d'année après année? Est-ce que ce qu'ils nous ont dit cette année pour la DGF, est-ce qu'on ne va pas avoir demain une baisse brutale qui m'empêchera? Je comprends cette incertitude. En revanche, nous, on doit faire vivre aussi une vie parlementaire faite d'un vote annuel du budget.
On ne peut pas déposséder non plus complètement le Parlement. Ce que l'on souhaite faire, c'est vous donner sur les transferts de l'État, sur aussi la fiscalité transférée, une capacité à se projeter dans le temps, se projeter, une vision pluriannuelle. Comment on la construit? D'ailleurs, Dominique Faure a lancé des travaux sur ce sujet-là, en disant, au fond, on ne peut pas rester là. Et moi, je comprends tout à fait la difficulté. On le voit bien dans le travail que présentait Antoine Homé. On voit une capacité d'épargne qui est bien là. Donc, je le redis. Attention au discours, des fois, qui s'éloignent trop de la réalité qu'on observe. En revanche, on voit bien que sur la décision d'investissement, on peut avoir des réticences, des incertitudes et voir une épargne de précaution, finalement, en disant de quoi l'avenir sera fait. Donc, une vision pluriannuelle, je suis tout à fait d'accord avec ça et on y travaille. Et bien sûr que derrière un constat moyen, il y a des réalités différentes. Vous évoquiez, monsieur le maire, l'expérience, la situation de votre commune en milieu rural. On a des communes en difficulté. Je ne suis pas du tout en train de dire que toutes les communes vont bien. Je me réjouis juste quand on regarde avec la DGFiP qu'il y a une baisse des communes en difficulté. Quand on regarde ces dernières années, c'est des chiffres publics qui sont accessibles à tous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à la question, pardon, je suis un peu long, mais j'essaie de répondre parce que je suis interpellé quand même. Donc on revoit le système de zonage aussi qui posait un certain nombre de difficultés. Vous l'avez dit sur zone de revitalisation rurale. On va continuer à retoucher le dispositif, y compris au Sénat, et qu'on n'abandonne pas la ruralité. On ne peut pas dire ça. Quand on remet encore, je le dis, on met plus d'argent chaque année. Je ne dis pas que les besoins n'existent pas, mais ne laissons pas dire qu'on aurait abandonné des champs entiers de politique publique, qu'on ne ferait plus rien. Qu'il y ait des besoins, que vous soyez au contact d'une population qui vous demande sans arrêt plus de services publics, je le comprends tout à fait. Et d'un autre côté, vous êtes, comme nous, face à la contrainte, vous n'avez pas de ressources extensibles. Je voudrais, sur les allocations de compensation, c'est un sujet entre les communes et les intercommunalités, et je pense que le CFL se saisira dans la plénitude de ses responsabilités, y compris au-delà de la réforme de la DGF, de ce sujet qui est par ailleurs un sujet extrêmement compliqué, sur lequel moi je serais ravi que le CFL puisse se saisir. On y viendra. Je n'en doute pas. Et enfin, non, j'ai un peu réagi tout à l'heure, collègue maire qui disait le coup de seringue chaque année des communes sous perfusion. Il y a un truc, je veux pas éviter ce débat-là, il y a une perte d'autonomie fiscale. Elle est évidente, je ne la conteste pas, elle est évidente. Et je pense que le débat qu'on doit avoir entre nous, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir de l'autonomie financière avec moins de leviers fiscaux. Je regarde, il y a d'autres pays qui le font. Des pays très décentralisés, où il y a une grande autonomie financière. C'est quoi l'autonomie financière? Vous avez des dotations, mais là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et je me bats parfois, et je ne gagne pas toujours, comme ministre du budget, la multiplication des plans ministériels sur des compétences qui ne sont pas les nôtres, qui sont, je le dis à la fin, qui nous traduit en coûts supplémentaires pour l'État, ne correspond pas à l'idée que je me fais de la décentralisation. Qu'on soit très clair là-dessus. Donc, il y a quand même l'idée, est-ce qu'on peut avoir sur des dotations libres d'emploi une autonomie financière? D'ailleurs, on regarde, elle augmente l'autonomie financière. C'est celle qui est protégée par le Conseil constitutionnel. Elle augmente d'année en année. Bon, et je sais qu'il y a... Mais je vois André Léniel sourire, mais je le redis ici, quand on le calcule, l'autonomie financière, elle augmente. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Bon. En revanche, est-ce que vous avez besoin d'une autonomie fiscale pour faire ça? Et moi, j'entends le débat. Quand on a un lien fiscal local qui ne repose que sur les propriétaires, je comprends que ça pose une difficulté. Et je pense qu'à moyen et long terme, ce n'est pas une solution satisfaisante. Et on le voit bien. Et je pense que ce lien doit être maintenu sous une autre forme, et on doit y réfléchir, parce qu'effectivement, ça pose des problèmes dans la vie de la cité si le lien fiscal il ne repose que sur les propriétaires. Pardon, je suis long parce que je ne veux pas me défiler. Et je sais encore une fois que je n'ai pas la partie la plus facile. Les effets de seuil, le zonage. Et sur les dossiers qui vous sont demandés. La multiplication des appels à projets. La manifestation d'intérêt. C'est quelque chose qui remonte systématiquement. Vous me direz si on a réussi ou pas, en toute franchise, et j'ai aucun doute sur le fait que ce sera dit en toute franchise. Nous, la consigne qu'on avait passée sur le fonds vert, c'est d'avoir un système beaucoup plus simple que sur les appels à projets, c'est-à-dire pas fléché, avec une capacité locale.
c'est la direction qu'on a donnée. Si quand on va faire le bilan des générations successives du Fonds vert, vous avez l'impression de ne pas voir de différence par rapport à ce qu'on a fait précédemment, alors il faut qu'on en reparle très rapidement. Merci. Marie Ducamin, maire de Saint-Jacques de la Lande, vice-présidente aux finances de Rennes Métropole, en charge des finances, de la commande publique, et puis présidente du conseil d'administration de l'agence France Locale. Comment vous entendez ce débat, les remarques, et comment vous le vivez en fonction des responsabilités qui sont les vôtres? Le débat, il se retrouve un peu chaque année. C'est un débat autour de la co-construction d'une politique publique. On est en fait chacun en responsabilité dans les lieux qui sont les nôtres. Et je pense que ce qu'il faut recoudre peut-être, puisque le thème de cette année est un thème assez anxiogène, on va dire, commune attaquée, République menacée. J'espère qu'on va pouvoir écrire une autre histoire que celle-ci. Pour moi, c'est autour effectivement de la confiance et du respect des responsabilités de chacun. Autour de l'autonomie, bien sûr, mais aussi c'est une question de méthode. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus et j'entends ce que vous dites, Monsieur le Ministre, et je pense qu'on a tous envie d'y croire et d'être en responsabilité de participer à cette méthode de co-construction des politiques publiques. Donc, un exemple, la politique sportive, en fait, qui est une politique que nous menons tous dans nos communes, puisque s'il y a bien une politique publique qui reste à l'échelon communal, principalement, c'est celle-ci, avec, on le sait, dans toutes les communes de France, je pense, des associations sportives, des bénévoles, des jeunes qui se retrouvent sur les terrains de sport. C'est une politique. Et cette année aussi, et l'été dernier, des piscines qui ont dû fermer parce qu'on ne peut pas payer la facture d'électricité. Voilà, et donc ces politiques publiques que l'on mène, pour lesquelles on finance une grande partie, c'est vrai qu'elles sont touchées par l'inflation, très clairement. Nos équipements sportifs à l'échelle nationale ont besoin d'être rénovés, donc pour des questions techniques, c'est l'application aussi des directives qui sont bien normales pour lutter contre le changement climatique. Et ça, c'est vrai que ça coûte cher, et la crise énergétique est revenue en rajouter une couche avec la question des piscines qui a touché énormément de collectivités. Et puis, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, la question des normes, avec des normes imposées, alors là, pas par l'État, mais par les fédérations, qui sont parfois très exigeantes et sur lesquelles on a l'impression d'être un petit peu trop en bout de course, avec justement l'idée que peut-être dans certains cas, on pourrait dépasser ces normes de façon à assurer un service public qui nous semble plus cohérent avec nos besoins du territoire et moins avec des normes qui seraient moins impérieuses et qui s'imposeraient moins à nous. Et donc tout un tas d'actions qui surenchérissent et qui rendent plus cher toutes les actions qui sont portées par les collectivités locales. André Léniel, vous nous avez rejoint. On a parlé bien évidemment du budget prochain pour 2024. On a aussi fait écho aux annonces du président de la République hier soir devant les maires qui a annoncé une réforme de la DGF confiée au comité des finances locales que vous présidez, avec un objectif annoncé, affirmé, un système plus juste, plus clair, plus prévisible. Bon, il fallait en sortir, mais maintenant, quel est le mode d'emploi? Comment on passe à l'action? Bon, d'abord, veuillez m'excuser d'être arrivé en cours de débat, donc j'ai loupé beaucoup d'interventions, mais celles que j'ai entendues étaient parfaitement symptomatiques, j'allais dire, d'une forme d'inquiétude, de difficulté que rencontrent beaucoup de nos communes. Pour tout dire, nous étions en train de finaliser la résolution générale que j'aurai la responsabilité de vous présenter cet après-midi et qui sera bien entendu la feuille de route de notre association pour l'année qui vient. Sur les problèmes financiers, j'ai déjà eu l'occasion, puisque nous avons reçu Monsieur le Ministre devant le Comité des finances locales pour la présentation de la loi de finances initiale, de dire que je considérais cette loi de finances probablement comme la plus mauvaise de ces 40 dernières années. Oui, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de remonter plus loin. Mais, je veux dire, et vous expliquiez également l'effet inflation qui n'était pas compensé en particulier. Tout à fait. Mais, je veux dire, moi, je m'appuie sur des chiffres. Monsieur le ministre, les documents qui m'ont été fournis par Bercy
indique que les transferts financiers de l'État vers les collectivités territoriales, ce n'est pas des cadeaux de l'État, c'est l'argent qui transite par l'État et qui va vers les collectivités territoriales. C'est 108 milliards. Je pense que vous ne contesterez pas le chiffre, c'est celui de vos services. Ils sont en baisse cette année d'un peu plus de 500 millions. Un peu plus de 500 millions. Ce sont les chiffres du tableau que vous nous avez remis. Mais ils sont surtout en baisse de l'inflation. Or, nous avons livré hier les chiffres de ce qu'on a appelé le panier du maire. Et l'inflation pour les collectivités territoriales, c'est évidemment pas le chiffre INSEE, puisque lui, il concerne le panier de la ménagère, mais pour le panier du maire, c'est 6%. Comme nous perdons un peu plus de 500 millions et 6% de 108 milliards, ben vous faites le calcul, ça fait quasiment un déficit en euros constants pour les collectivités territoriales de 7 milliards. J'ai d'ailleurs déjà dit devant certains de vos collègues ou certaines de vos collègues que j'étais prêt à ce qu'on se mette dans un bureau et que nous échangions nos chiffres. Parce que moi, je ne détiens pas la science infuse, peut-être que ces chiffres sont trompeurs, mais ce sont ceux de Bercy. Ah, vous ne pouvez pas me dire non, monsieur le ministre. Est-ce que vous voulez que je vous les sorte? Que je vous sorte le tableau? Bien. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que c'est une bonne année. Ou alors, c'est une conception de la qualité de l'année que je ne saurais pas partager. Donc, voilà, c'est globalement une année qui va être encore plus difficile que les années précédentes en macro-finance des collectivités territoriales. Par ailleurs, on me dit que le président de la République, dans une réunion privée à l'Élysée, aurait évoqué... Privé devant 1000 maires. Hein. Oui, mais ça, chacun y va à titre individuel et personne ne représente l'AMF dans ce cadre-là. Donc, il paraît que, et je m'en réjouis, le président de la République considère que le CFL est une instance indépendante, m'a-t-on dit, dans ses propos, et dont nous souhaitons d'ailleurs renforcer encore l'indépendance en faisant avec le CNEN une autorité administrative indépendante, et que nous serions chargés de la réforme de la DGF. Je ne vais pas considérer que c'est un cadeau, même si je considère que c'est un honneur qu'on nous dise que le CFL pourrait être en capacité de le faire. J'ai compris qu'on nous donnait déjà quelques orientations plus lisibles, plus justes. Moi, ce qui me manque, c'est avec quels moyens nous pourrons modifier le système. Parce que ça a déjà été beaucoup tenté par le passé, et dès l'instant où il n'y a pas de moyens nouveaux à injecter, c'est une réforme quasi infaisable. Donc nous allons y réfléchir et nous dirons ce qui nous paraît nécessaire pour que cette réforme de la DGF puisse être évidemment plus juste, soit évidemment plus claire que ce que nous connaissons aujourd'hui et qui, par l'accumulation sur une trentaine, quarantaine d'années, est devenu, c'est vrai, très difficilement lisible pour la plupart de ceux qui sont en responsabilité dans leur collectivité. Donc c'est une tâche qu'on nous confie. J'aurais peut-être aimé qu'on me prévienne avant, plutôt que ça vienne comme ça dans un cocktail, mais en tout cas, je me réjouis et je m'en sens honoré au nom des membres du comité des finances locales, puisque vous le savez, nous sommes très largement représentés dans le comité des finances locales, et il est en cours d'ailleurs de réélection. Si vous n'avez pas eu le temps de voter, je vous suggère de le faire, pour que nous ayons le maximum de légitimité pour pouvoir négocier avec l'État. Alors je sais bien, nous avons réussi à faire l'unité et avoir une liste qui représente tous les niveaux et qui représente l'AMF dans toute sa diversité. Alors quand il n'y a qu'une liste, on a tendance à se dire il n'y a pas un suspense fou. Non, mais ce qui est important, c'est que vous donniez cette légitimité à travers votre vote à cette instance qui vous représente dans tous les domaines qui sont ceux des finances locales. Et puis, bien entendu, je vais rentrer maintenant dans 2 ou 3 points. Sur le fonds de péréquation, ça a été évoqué par une maire tout à l'heure. Je veux dire, quel extraordinaire contresens que de supprimer le fonds de péréquation quand l'école est autant aujourd'hui interrogée et quand les activités de jeunesse autour de l'école sont si fondamentales
pour la paix dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages. Et donc vraiment supprimer ce fonds, qui n'est pas un fonds représentant des sommes pharaoniques, mais qui localement peuvent peser. Moi, dans une petite ville comme la mienne, c'est 40 000 €, le fonds de péréquation. Est-ce que c'est vraiment le moment d'abaisser le niveau de service dans tout ce qui est le périscolaire? C'est une question, mais j'attends des réponses. Bien. Il y a une autre question, c'est en matière d'énergie, puis je m'arrêterai là, je ne vais pas être trop long, Jean, vous inquiétez pas. L'autre sujet, c'est l'énergie. Bon, je ne ferai pas un long discours sur le filet de sécurité, même si nous avons 3400 communes qui aujourd'hui sont appelées à rembourser, alors qu'elles avaient été démarchées par leur direction départementale des finances publiques dans la plupart des cas, en leur disant « allez-y, vous êtes éligible, vous y aurez droit ». Je ne vous explique pas la surprise de tous les maires qui ont reçu un rappel en disant « ah ben non, vous n'y aviez pas droit, donc l'avance, il va falloir la rembourser ». Donc je souhaite au moins que l'administration financière permettra que ça soit étalé dans le temps. Mais, oui, vous pouvez, hein. Mais il y a l'amortisseur. J'ai déjà eu l'occasion de m'en entretenir avec Bruno Le Maire, qui concerne de très nombreuses communes, qui concerne de très nombreuses intercommunalités et qui est aujourd'hui supprimé. Ceux qui ont été obligés de passer des contrats, et j'avais évoqué avec vous le sujet, lors de la présentation au CFL, vous m'aviez dit que c'était en réflexion. Donc j'espère que la réflexion a avancé. Donc vous voyez, je vous tends la perche. Mais ça veut dire que ceux qui ont dû passer des contrats, j'allais dire au plus mauvais moment, mais qui n'avaient pas le choix, quand votre contrat s'arrêtait au 31 décembre 2022, vous étiez bien obligé de négocier en 2022 pour avoir un nouveau contrat qui vous permette d'avoir l'électricité au 1er janvier 2023. Il y a des milliers de communes qui sont dans ce cas, des centaines d'intercommunalités, et qui se sont retrouvées avec des appels d'offres à 300, 400, 500, 600%. Pour ma modeste ville et communauté, c'est 430%. Et heureusement, il y a eu l'amortisseur. Dispositif utile qui a permis, comme son nom l'indique, d'amortir le choc. Pour une ville comme la mienne, on est passé de 430% à 300%. Bon, c'est encore faramineux. Et d'ailleurs, ça a entraîné des dégâts dans l'ouverture ou la fermeture d'un certain nombre d'équipements. Mais si on nous supprime cela, bien entendu, ces contrats, ils ont été en général signés pour 3 ans. Si on nous le supprime maintenant en nous disant, comme je l'ai entendu dire, les cours ont baissé, mais ça ne change rien parce que ces contrats ne sont pas aujourd'hui renégociables. Soit on nous met dans la capacité de renégociation, soit on maintient les contrats, mais sinon ce sont des milliers de communes et des centaines d'intercommunalités qui vont se trouver avec un nouveau choc énergétique. Et je pense que ce n'est pas vraiment le moment, compte tenu des chocs autres que nous avons affrontés, et je pense en particulier au choc de l'inflation pour nos concitoyens. Bien sûr, Monsieur le Ministre, vous allez répondre, mais je sais que vous devez nous quitter dans 10 minutes à cause des contraintes d'agenda qui sont les vôtres. Mais j'aurais aimé entendre la maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel, avant qu'on rentre dans des politiques publiques qui sont très spécialisées, les contraintes, le point de vue aujourd'hui dans cette complexité de gestion qui sont celles d'une maire d'une commune de 50 000 habitants. Merci de me laisser la parole. Écoutez, je ne vais pas redire ce que je pense l'ensemble de nos collègues ont dit ici, mais je sais que Monsieur le Ministre, vous connaissez notre situation, vous l'entendez. Je crois que nous avons depuis quelques mois et quelques années maintenant vécu des temps un peu compliqués entre l'inflation, la crise énergétique et un certain nombre de demandes sur lesquelles on reviendra, qui sont des demandes relativement contradictoires sur le maintien, et c'est d'ailleurs ce que chacun de nous souhaite, du niveau de qualité des services publics locaux. On parlait du périscolaire, je pense qu'on parlera de la petite enfance tout à l'heure, mais il y en a beaucoup. Et il se trouve que nous sommes à un point de rupture, et ce n'est pas pour attirer des larmes sur la condition des maires aujourd'hui, mais on voit bien que les difficultés financières auxquelles nous faisons face aujourd'hui nous laissent à penser que nous allons devoir faire des choix qui ne nous plaisent pas, sur lesquels nous allons devoir choisir entre fait-on comme nous le souhaiterions au risque d'endetter fortement nos collectivités parce que nous n'avons plus le choix,
Ou faisons-nous le choix de diminuer la voilure en termes de services publics locaux? Je pense à la petite enfance qui est quand même le sujet sur lequel c'est extrêmement coûteux. On parlait du périscolaire aussi. Mais nous sommes là à un point de rupture. Des maires ont dû fermer des piscines cet été parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs factures énergétiques. Donc je sais que vous êtes conscient de ça, mais il va falloir maintenant que nous trouvions ensemble les bons chemins ou le bon chemin pour faire en sorte que, à la fois sur les coûts de fonctionnement qui ont parfois explosé dans nos collectivités et les coûts d'investissement, et ça vous n'y pouvez rien, mais nous sommes contraints comme vous et comme tout le monde à des coûts de travaux qui augmentent, à des délais qui augmentent et donc des coûts cachés qui augmentent, trouver ensemble des solutions pour éviter que nous ne touchions à la qualité de nos services publics locaux. Le temps de la réponse, Monsieur le Ministre, avant, je le disais, que vous soyez contraint de nous quitter. Quelques éléments de réponse. Moi, j'ai appelé au tout début, mais André Léniel ne nous avait pas encore rejoint. Moi, je ne crois absolument pas à l'opposition de l'État et des collectivités locales. Les projets locaux, ils sont réussis parce qu'à un moment, on travaille main dans la main, État et collectivités locales. Et j'aimerais qu'il en soit de même quand on a des discussions nationales. Quand j'entends, pardon de le dire, hein, mais je suis obligé de réagir, c'est le pire des budgets de ces 40 dernières années. Soit on fait l'objet d'une amnésie collective, là, on est dans un truc un peu parallèle. Il me semble, PLF 2015, PLF 2016, moins 3,5 milliards d'euros sur la DGF, moins 3,5 milliards. Est-ce qu'on est dans ce monde-là aujourd'hui? Est-ce qu'on est sincèrement dans ce monde-là? Non, je peux pas entendre ce type de critique, je vous le dis, on a plein de difficultés. Partagez. Vous et moi, j'essaie de partager nos contraintes, essayer d'entendre les vôtres, faire mieux, mais on ne peut pas faire mieux, je le dis, on ne peut pas faire mieux si on fait, je dirais, son miel d'une confrontation entre l'État et les collectivités. On n'avancera pas comme ça. Je le dis avec un peu de gravité, les chiffres, c'est pas ça. Je suis désolé. Est-ce que la dotation générale de fonctionnement augmente? Oui. La dotation biodiversité? Oui. La dotation titre sécurisé? Oui. La dotation aménité rurale? Oui. Est-ce que vous êtes face à des besoins auxquels vous ne pouvez pas répondre? L'effet inflation, nous dit-on. Oui, aussi. Je l'entends très bien. Et pour répondre à Madame la maire, je vais vous dire la vraie difficulté que nous avons. Nous sommes tous, vous êtes en première ligne, donc vous êtes face à une demande de service public de nos concitoyens. Mais notre demande de service public, elle ne peut pas croître plus vite que notre croissance et notre capacité à générer des ressources. Je ne voulais pas générer une telle réaction de la part d'André Léniel. C'est pas la première fois qu'on a ce débat, donc nous sommes un peu coutumiers désormais. Mais quand même, notre vrai sujet... Les micros peuvent glisser aussi. Mais bien sûr. Non, mais notre vrai sujet, c'est notre modèle social. Il ne peut pas croître, notre demande de service public ne peut pas croître plus vite que notre croissance et notre capacité à générer des recettes. C'est pas juste possible. Et donc, bien sûr, vous avez envie, comme nous, moi j'aimerais faire beaucoup plus de choses dans notre budget. Aller plus vite sur la transition écologique, renforcer encore plus les moyens que l'on donne à l'éducation. Mais d'un autre côté, quand vous avez 1% de croissance, que vous voulez équilibrer le budget, vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est ça le dialogue qu'on doit avoir entre l'État et les collectivités. Mais depuis le début de ce congrès, depuis 3 jours de débat, on voit que aussi il y a une urgence sociale avec une exaspération de nos concitoyens et que les communes sont vraiment en première ligne. Quand on dit périscolaire derrière, c'est de la formation à la citoyenneté, c'est République menacée, et tout un tas de priorités. J'entends, je perçois, je comprends la difficulté du métier. J'étais moi aussi parlementaire, confronté parfois aux réactions vives, parfois plus que vives de nos concitoyens. Je comprends ça. Je dis que le dialogue qu'on doit avoir, c'est que notre modèle auquel on est tous attachés, je crois, et que vous incarnez localement, si on veut le pérenniser, il faut qu'il soit financé. Et pour être financé, il y a des fois on dit on ne peut pas faire plus de services publics. On doit déjà financer les services publics qui existent aujourd'hui. Ou alors on doit faire des choix. Le fonds sur les activités périscolaires, pardon Madame la maire, je ne vous ai pas répondu, il est maintenu et on a laissé la liberté totale au maire, 4 jours et demi, 4 jours, et il est là pour accompagner ceux qui sont restés dans les rythmes scolaires. La Première ministre a annoncé qu'il était maintenu. Et je voudrais dire à André Léniel, sur l'amortisseur électricité, la réponse que je lui ai déjà faite, qui a déjà été faite par les différents ministres, c'est maintenu pour l'année 2024 pour les collectivités qui ont signé des contrats, qui ont signé des contrats dans des conditions, et on le sait,
avec des prix qui étaient très hauts, et on ira d'ailleurs jusqu'à prendre 75%. Donc, je veux dire, le dispositif, il est connu, il est annoncé, il est pérennisé pour ceux qui sont coincés, et il y en a, je sais, coincés dans des contrats avec des prix exorbitants. Et heureusement, l'énergie, le prix de l'énergie a complètement reflué, mais pour celles et ceux qui sont coincés, et il y en a, il faut qu'on puisse les accompagner. Et je vous le redis ici, et on l'a déjà dit, nous maintenons ce dispositif pour les communes qui sont concernées. Voilà, et puis enfin, n'oublions jamais, on parle beaucoup de la DGF, que cela reste une ressource que de 15 à 20% pour les communes. En moyenne. Donc il y a aussi toutes les autres ressources. Et je le redis, quand il a fallu au Parlement, face à la volonté des uns et des autres de plafonner l'évolution de la taxe foncière, on n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'on voulait garantir aux communes des ressources dynamiques. Et d'ailleurs, les ressources, elles sont même très dynamiques parce que vous êtes face à une augmentation des coûts des services publics en raison de l'inflation, mais les ressources aussi, les fiscales, le sont. Donc voilà, moi j'appelle à un débat un peu équilibré sur les finances, où on se comprend. Moi j'essaie de comprendre les contraintes qui sont les vôtres, comprenez aussi les contraintes qui sont les nôtres, comme vous disiez très bien à l'instant, pour construire. Moi je crois qu'il est possible de construire ce chemin-là, mais il faut le faire dans le compromis et je pense la compréhension réciproque. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas souhaité me défiler, être là, même si je savais que le débat serait difficile. Je ne le méconnais pas, mais je pense que c'est important de s'expliquer, de partager et d'entendre. Merci Thomas Cazenave d'avoir été avec nous ce matin. Merci Monsieur le Ministre chargé des comptes publics. Alors, on va continuer et en particulier voir très concrètement quelles sont vos contraintes sur des politiques à exercer, sur des politiques avec des programmes, des annonces qui sont faites au niveau national. Pas toujours avec de la concertation, et c'est un euphémisme, avec des objectifs très ambitieux et des contraintes, voire parfois l'impossibilité de pouvoir atteindre ces objectifs. Mais avant de parler de petite enfance, comme on a commencé à le faire, d'équipements sportifs, mais aussi de politique à mettre en œuvre, Philippe Laurent, qui au premier rang nous écoutait silencieusement, monsieur le vice-président de l'AMF, Philippe Laurent, peut-être aussi un point plus général sur notre débat de ce matin. Oui, merci. Merci Jean de me donner la parole, mais en réalité, moi j'aurais souhaité m'adresser au ministre. J'aurais souhaité lui dire plusieurs choses. D'abord, lui dire que, puisqu'il a évoqué la question, que l'autonomie fiscale, mes chers amis, ce n'est pas une lubie d'élu local. Ah oui, il faut que je regarde. Pour... La caméra, il faut regarder voilà, surtout, voilà, parce que vous tournez, on tourne toujours le dos à quelqu'un. Donc l'autonomie fiscale, ce n'est pas une lubie d'élu local. Dans notre système institutionnel, l'autonomie fiscale, elle est indispensable. Parce que sinon, nous sommes soumis, pieds et mains liés, à la volonté de l'exécutif national. Thomas Cazenave a évoqué tout à l'heure un autre pays dont il pense et dont il dit qu'il est très décentralisé, ce qui n'est pas totalement inexact, et dans lequel il n'y a pas d'autonomie fiscale. Oui, pas au sens que nous l'entendons ici. Cet autre pays, c'est l'Allemagne, puisque c'est toujours celui qu'on donne en exemple. Mais en Allemagne, voyez-vous, il y a un élément essentiel, il y a un partage des impôts nationaux, mais il y a une négociation entre les exécutifs locaux, et notamment les Länder, et le gouvernement fédéral. Et cette négociation, elle est conclue de manière obligatoire parce que le Sénat allemand a un droit de veto sur la question. Et la question que j'aurais souhaité poser au ministre, c'est de savoir si le gouvernement était prêt à étudier, dans le cadre des réformes institutionnelles dont il est question, eh bien de donner un droit de veto au Sénat français sur ces questions de finances locales. Ça aurait été intéressant, hein, André? Donc ça sera repris dans la mission confiée au comité des finances locales, bien évidemment, cette proposition. Le deuxième sujet que je vais aborder, mais je pense qu'Antoine et Charlie Varin l'ont fait tout à l'heure, et André en a parlé aussi, c'est la question de la DGF. Naturellement, on ne pourra pas réformer la DGF s'il n'y a pas une augmentation de l'enveloppe globale de la DGF. On n'y est jamais parvenu. Et moi, j'avais une proposition à faire au ministre. Plutôt que de créer chaque année des dotations fléchées sur l'investissement,
donc la DSIL, le fonds vert, etc. Crédit de paiement au titre de tout ça, ça représente quand même plus de 2 milliards l'année prochaine. C'est utile, mais c'est aussi infantilisant, parce que finalement, vous touchez l'argent que si vous faites ce que l'exécutif national veut que vous fassiez. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. On est tous d'accord, évidemment, pour investir sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, pour faire davantage de verdissement dans nos territoires. On est tous d'accord sur l'objectif. Mais moi, la suggestion que je voulais faire, c'était finalement de prendre ces crédits de paiement et de les mettre sur la DGF. Ce faisant, on donnait la capacité à cette DGF de pouvoir être réformée pour être en effet plus juste. Et puis par ailleurs, on préservait précisément l'autonomie financière des collectivités territoriales et notamment des communes. Parce que lorsque la DGF a été créée en 1979, c'était ça l'objectif, c'était l'autonomie financière. Vous avez une somme qui vous est octroyée dans un système qui tient compte de vos caractéristiques physiques, la population, etc., et de richesse également de votre population. Et puis avec cette somme, vous faites ce que vous voulez. Vous créez des services publics, vous les développez, ou vous faites de l'autofinancement et vous investissez. Mais vous avez le choix. Et donc cette suggestion que je voulais faire au ministre, moi je propose quand même qu'on peut peut-être l'ajouter dans notre motion que nous voterons tout à l'heure. Hein, voilà. Donc voilà, on a trouvé, voilà, on est quand même bon, on a trouvé à la fois l'idée pour pouvoir réformer la DGF, pour remplir les conditions pour réformer la DGF. On a même proposé au gouvernement de savoir comment la financer. Voilà. Merci à vous tous. Et ne pas oublier pourquoi certains dispositifs ont été créés, dans quel esprit. Charlie Varin. Juste une petite précision et une nuance par rapport à l'échange avec Madame le maire de Vincennes sur les services publics. Il ne faudrait pas laisser penser que nous voulons absolument de nouveaux services publics, etc. L'objectif de 3/4 de nos communes aujourd'hui, c'est de garantir les services publics existants et ne pas les diminuer. On en est là quand même. Je voulais quand même le repréciser. Et c'est ce qu'on a entendu de la part de votre collègue qui témoignait de cette incapacité, parce que toujours dans l'urgence et pris par les dépenses de fonctionnement. Alors en plus, tout ce qui accentue ces dépenses, hein, vous l'avez dit, c'est l'inflation, mais Charlotte Libert, c'est aussi le renchérissement des coûts, frais de fonctionnement. Alors là, je me tourne vers le maire employeur, et quand on parle petite enfance en particulier, c'est bien évidemment un des principaux postes dans une politique telle que celle-là. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on s'est dit et vous donner juste un chiffre. Aujourd'hui, en France, ce sont 700 000 enfants qui naissent par an. C'est le chiffre le plus catastrophique en termes de natalité depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui au pied du mur sur une politique familiale qu'il faut revoir de fond en comble. Passerons sur ce sujet ce matin, mais c'est vital hein, derrière, c'est ça. Un des premiers freins pour les jeunes parents, c'est évidemment le mode de garde. C'est le truc qui les angoisse le plus, c'est comment je vais faire garder mon enfant. Et par ailleurs, la question du droit d'accès, ou en tout cas de la possibilité pour les femmes de travailler, puisqu'on sait bien dans un couple en général, c'est la femme qui reste à la maison quand il faut garder l'enfant qui n'a pas de place en crèche. Sur les crèches, et c'est là où je vous rejoins, on n'est pas du tout dans un discours aujourd'hui où nous sommes en capacité de créer des places en plus. On nous demande, et c'est là où toute la contradiction, j'aurais bien aimé que M. Cazenave reste effectivement pour lui dire que nous ne sommes pas dans une logique d'augmenter parce que nous ne le pouvons pas aujourd'hui. On est juste à un point où il nous faut garder l'existant, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, elle est évidemment financière, on en a beaucoup parlé, parce que nos coûts de fonctionnement explosent. Et que, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de la CNAF qui nous dit que dans les 5 ans qui viennent, le coût de fonctionnement d'une place en crèche va prendre 20%. Et quand on le regarde, moi juste sur ma ville, j'ai 2 exemples à vous donner. Le coût d'augmentation des couches. Ok, on a fait le choix de couches bio, peut-être, parce qu'on est dans une logique anti-perturbateur endocrinien, plus 11% sur une année. Le coût de la restauration dans les crèches, plus 15% en une année. Donc à un moment, il faut bien absorber
ces coûts de fonctionnement, je vous passe les coûts d'énergie, etc., etc. Donc on voit bien que le modèle aujourd'hui tel qu'il est constitué, notamment avec la PSU, nous limite un peu et il nous faut réinjecter pour le coup un petit peu d'argent sur la partie fonctionnement si on veut juste maintenir l'existant. Le deuxième facteur sur les modes de garde et sur les places en crèche que nous souhaitons maintenir, c'est nos difficultés, je sais que tout le monde les partage ici, nos difficultés en tant qu'employeur parce que nous avons du mal à recruter des auxiliaires de puériculture, et ça nous amène à fermer aussi des places. Donc on est bien loin de se dire qu'on va en créer davantage. Encore une fois, je reprends juste mon exemple. J'ai 600 berceaux dans ma ville. Aujourd'hui, je ferme 88 berceaux parce que je n'ai pas les professionnels et je ne les trouve pas. Quand on parle des ressources, il y a d'abord la ressource humaine avant même la ressource financière. Absolument. Quand il s'agit de développer des politiques. Mais c'est ce que disait Charlie Varin avant qu'on rentre dans le débat et quand on le préparait. Il disait, c'est la même chose sur des politiques sportives où les maîtres nageurs, on peut être en concurrence entre les communes. Il y a aujourd'hui énormément de métiers territoriaux qui sont des métiers en tension et des difficultés, là encore, pour y répondre. Montigny, le Bretonneux, Catherine Bastoni, vous en êtes maire adjointe aux finances. C'est une ville de 32 000 habitants dans l'agglo de Saint-Quentin en Yvelines. Et là aussi, les difficultés à mettre en œuvre ces politiques qui sont celles pour lesquelles les habitants vous ont élu. Oui, alors effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites et pour revenir sur la petite enfance, déjà le coût d'un berceau, en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est en gros, c'est 18 000 €, un peu plus de 18 000 € le berceau et c'est des choses qui évoluent au fil de l'année. 18 000 € par an, c'est vrai que c'est un chiffre important d'imaginer le coût pour une commune, pour une collectivité locale. Comme vous le dites, alors il y a trois choses sur la petite enfance. Premièrement, vous l'avez très bien dit, la difficulté de recruter, et la difficulté de recruter parce que dès le départ, les écoles qui forment les auxiliaires de puériculture n'arrivent pas à recruter, à former des personnes. Deuxième chose, deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est la diminution du nombre d'assistantes maternelles du fait de l'âge moyen des assistantes maternelles et une population sans renouvellement très majeur. Donc en fait, une perte de berceau aussi auprès des assistantes maternelles. Parce que si en milieu urbain, on a essentiellement des crèches, en milieu rural, et si on au global de la France, ce sont les assistantes maternelles qui gardent nos enfants. Et après, la troisième composante, c'est effectivement financer tout cela. Mais ça vient finalement en dernier parce que il va falloir, la première des choses, recréer redonner du sens, arriver à rendre ces métiers attractifs, tout Exactement. simplement. Donc, et ce que vous dites sur la petite enfance, on peut le dire aujourd'hui sur les personnes âgées, c'est tous ces services qu'on attend de la proximité des communes, des CCAS, et qu'on a du mal, voire on est dans l'impossibilité de rendre au niveau qu'attend la population. Tous ces services de proximité, que ce soit aussi les maîtres nageurs, que ce soit auprès des personnes âgées. Voilà. Donc ça, c'est cette première difficulté. Autre chose, évidemment, on a évoqué l'ensemble des coûts de fonctionnement et d'envoler des coûts de fonctionnement auxquels font face les communes qui les amènent forcément à faire différemment et à être dans la co-construction. C'est sûr qu'on a de la co-construction à faire, comme vous le disiez, avec l'État pour revoir un petit peu comment on peut avancer ensemble. Mais on a aussi de la co-construction à faire avec nos habitants parce qu'il va falloir aussi changer les modes de faire et les modes de fonctionnement, sinon on ne s'en sortira pas. Dans les coûts qui ont augmenté, vous avez évoqué le coût de la restauration, qui vaut pour la petite enfance, qui vaut pour le scolaire, le coût, évidemment, on l'a dit, de l'énergie, le coût des matières premières, le coût donc des services et
en gros, l'inflation, quoi. Il faut parler de l'ensemble de cela. Donc, c'est effectivement une équation totalement nouvelle, avec en plus on est dans une période où on n'a plus la visibilité que l'on avait avant. C'est-à-dire qu'on construit un budget, mais on sait très bien que ça ne se passera pas comme c'est prévu. Et difficile, donc, me disiez-vous, de faire de la planification quand on va de crise en crise, environnementale, sanitaire. On développe effectivement beaucoup d'agilité. Alors je regrette que Monsieur le ministre ne soit plus là parce qu'il a parlé effectivement de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Je pense qu'il y a un autre point sur lequel il faut s'attacher, c'est le mode de revalorisation. Car comme le disait notre collègue Max Vincent, on a en fait un décalage très fort entre la révision des valeurs locatives pour les particuliers et la révision des valeurs locatives pour les commerciaux. Un chiffre, c'est un différentiel, je crois, de 11,7% d'indexation en 4 ans seulement entre ces deux types de valeurs locatives. Donc là aussi, ça induit un biais. On a déjà parlé finalement de quelque chose qui est d'une fiscalité déséquilibrée avec la suppression de la TH et le fait qu'on a une fiscalité qui ne porte plus que sur les propriétaires, hein, donc ce que a aussi sur lequel Monsieur le ministre était tout à fait en accord sur ce point. Je crois que là aussi on a un autre point de déséquilibre, c'est-à-dire quand on a un écart de 11,7% de revalorisation entre les valeurs locatives particuliers et les valeurs locatives des locaux commerciaux, là aussi il faut se poser des questions. Et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faudrait travailler assez rapidement. Et puis, s'agissant de ces politiques, c'est aussi les cofinancements complexes, les contrats avec les CAF, par exemple, ou avec d'autres bailleurs, d'autres financeurs. Alors, faire face aux enjeux, à la demande sociale, quand on est maire de Cayenne, officiellement 57 600 habitants, mais aussi d'autres populations avec la pression de l'immigration clandestine qu'on connaît en Guyane, Sandra Trochi-Mara, et puis une population très jeune, là aussi, qui attend des services. Comment on fait face dans ce contexte très particulier qui est le vôtre ? Tout à fait, je mettrai quand même, nous sommes à 66 000 habitants, bonjour à tous. Donc je rappelle que Cayenne est la ville capitale, la Guyane de la Guyane française, porte de l'Europe en Amérique du Sud. Je dirais en écoutant en tout cas toutes les interventions très enrichissantes pour beaucoup de départements d'outre-mer et notamment Cayenne, nous sommes à contre-courant de cette tendance actuelle de réduction des services de proximité. Vous l'avez clairement dit, cette situation démographique extrêmement importante, on est autour de 3% par an, liée aussi à au niveau en tout cas de l'intervention de l'État. Nous avons une population pour laquelle les services de proximité doivent être d'autant plus, je dirais, mis en œuvre. Le secteur de la petite enfance, on en a parlé, est fortement affecté. Et nous avons une pénurie d'équipements qui, malgré les efforts de la collectivité et le soutien de l'allocation, des allocations familiales, de la caisse. Il s'agit bien justement d'urgence sociale et sanitaire, hein, d'éveil, d'accompagnement des maires, et donc une action des collectivités qui est indispensable. Elle est indispensable puisque nous devons répondre à ces besoins de la population. Et donc aujourd'hui, notre budget pour la petite enfance est de 6 millions d'euros, avec la nécessité d'accroître les places en termes d'accueil de la petite enfance
au niveau de la scolarité. Nos équipements sont plus utilisés à hauteur de plus de 140%. Donc ce sont de nombreux bungalows que nous allons rajouter dans nos équipements. Pour ouvrir des classes, pour accueillir tous ces enfants qui arrivent. Mais une population que nous n'arrivons pas non plus à maîtriser compte tenu justement de l'arrivée massive et incontrôlée d'autres populations et qui impactent les services que nous devons surdévelopper. Et nous parlions de la dotation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, où on est la lecture donc, des charges de centralité. Car Cayenne aussi est une commune qui va donc aussi absorber une population limitrophe qui travaille à Cayenne, qui souhaite bénéficier des services de Cayenne, sauf que les moyens financiers ne nous permettent pas d'y répondre. Donc les charges de centralité sont en tout cas un questionnement important dans cette dotation globale de fonctionnement que nous avons du mal à identifier. Et d'où l'articulation entre communes et interco au niveau de l'agglomération pour résoudre là encore des problèmes qui sont des problèmes d'infrastructure, de mobilité. Antoine Homé, là pour le coup, métropole comme outre-mer, les enjeux sont les mêmes avec certainement une acuité plus grande quand on parle du taux d'augmentation de la population et d'une population jeunesse qui a des besoins essentiels. Oui, alors nous avons d'ailleurs au niveau de l'AMF travaillé beaucoup sur la question des finances des territoires ultramarins. On a évoqué tout à l'heure la question du cadastre, mais il y a eu à l'intérieur d'ailleurs de l'enveloppe DGF un effort qui a été fait sur la DACOM, mais qui a été autofinancé, si je puis dire, par les autres collectivités. La difficulté, là aussi, on parlait avant avec le ministre, c'est que l'État devrait, sur ces sujets, nous semble-t-il, faire l'effort nécessaire pour rééquilibrer la situation. Et donc ça a été fait en interne, c'est bien, mais du coup, naturellement, cela enlève des marges pour d'autres communes qui, elles aussi, ont des besoins importants. Donc je crois qu'il fallait le redire, mais en tout cas, nous sommes très sensibles, je vous le confirme, à la situation particulière et souvent très difficile de l'ensemble des territoires ultramarins de la République. Alors, on parle essentiellement de politique avec des dépenses de fonctionnement, mais il y a la capacité aussi d'investissement. Tout à l'heure, quand on évoquait par exemple les équipements sportifs, mais plus généralement, on a entendu des témoignages de maires qui disent je suis pris par les urgences de mes dépenses de fonctionnement et j'y arrive pas. Comment on peut faire? Comment vous y prenez à l'échelle de votre commune et puis de la métropole? Et aujourd'hui, les choix, les arbitrages? La question de l'investissement, c'est vrai que c'est une question essentielle et surtout aujourd'hui où on sait qu'on va devoir mobiliser des investissements très importants en matière de rénovation énergétique, en matière d'adaptation du territoire au changement climatique. Ces investissements, ils ont été chiffrés. Alors on voit qu'à l'échelle macro, les communes, les collectivités locales semblent être en capacité de les assurer. Et ensuite, quand on est renvoyé à notre propre collectivité, on se dit wow, comment on va faire? Comment je construis ma PPI, sachant qu'il faut la revoir chaque année parce qu'on est dans ce contexte d'incertitude. Et c'est pour ça que moi j'y reviens, ça me tient vraiment à cœur cette question de la méthode de travail dans ce contexte difficile qui n'est pas de la responsabilité de l'État, la crise énergétique, la crise Covid, les questions climatiques, évidemment qu'on porte tous ces enjeux-là ensemble. Et je pense que la question de la méthode, avec ce qui a été dit tout à l'heure sur comment est-ce qu'on construit une autonomie, comment on réforme la DGF à moyens constants, et je crois qu'elle est essentielle. Je pense que l'autonomie des collectivités locales, on y aspire tous parce qu'en fait c'est là-dessus aussi qu'on est interpellé par le citoyen parce que c'est une question démocratique mais dans un contexte national qu'il faut prendre en compte. Et je ne résiste pas au plaisir d'évoquer justement un des outils qui est à la disposition des communes et de l'ensemble des collectivités locales, qui est l'agence France Locale, qui a justement été créée par les collectivités locales pour les collectivités locales, pour leur permettre d'investir. Et dans ces temps d'augmentation des taux d'intérêt, dans ces temps où peut-être, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être la liquidité va venir à manquer. Rappelez-vous le temps où les collectivités avaient du mal
à emprunter auprès des banques. L'agence France On se Locale... rappelle de période de crise, de Crédit Crunch, hein, et justement cet outil qui a permis aux collectivités de prendre leur destin en main et d'apporter des réponses directes dans le financement avec l'agence France Locale. Un outil d'autonomie, alors à la fois vis-à-vis du système bancaire, mais aussi vis-à-vis de l'État, et qui permet de financer nos investissements sur le long terme, avec des questions qui restent posées, pour lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Mais dans tous les cas, les réponses, on ne peut les trouver qu'ensemble. Ça, j'en suis absolument convaincue. Aujourd'hui, Catherine Bastoni, dans une commune comme Montigny-le-Bretonneux, vous venez d'une ville nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines, aujourd'hui Aglo, là aussi trouver des complémentarités, des équipements qui vieillissent aussi et des équipements qu'il faut mettre à niveau. Comment vous arbitrez ? Alors, on a effectivement un territoire qui est particulier puisqu'on est un territoire issu de la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc déjà avec une démographie particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand afflux de population avec la création de la ville nouvelle. Montigny-le-Bretonneux a été à un moment donné dans les années 80 la ville la plus jeune de France, donc avec une explosion d'écoles, de crèches, voilà, et donc nous avons toujours eu à cœur d'accompagner les familles. Et évidemment, la démographie de la ville se transforme. Cette ville, ses habitants l'apprécient et continuent d'y vivre et y vieillissent. C'est pas une ville qui continue de, enfin c'est une ville qui continue de toujours considérer aussi la ville comme un corps vivant. Et voilà, exactement. Et donc il faut accompagner aussi cette transformation parce que là maintenant on a l'émergence de besoins pour les seniors qui sont de plus en plus des besoins de plus en plus prégnants. Donc il y a aussi à accompagner cette transformation. Et une transformation aussi qui est peut-être plus forte sur un territoire comme le nôtre, mais qui est le cas sur l'ensemble de la France, comme vous l'évoquez, chers collègues, avec la baisse de la natalité et le vieillissement global de notre population. Donc, je dirais, nous, on est peut-être confrontés à une puissance plus importante sur ce sujet, mais c'est un sujet national. Et donc là encore, je vous rejoins tout à fait sur cette nécessité de co-construction et de travail ensemble parce que, et avec nos habitants, parce qu'il faut gérer cette évolution en prenant en compte aussi la composante d'accompagnement et de transformation pour lutter contre le changement climatique, atténuation et adaptation, et donc qui nous amène à transformer à une vitesse assez rapide. Et donc pour en revenir par rapport aux investissements, eh bien évidemment ça demande des investissements très lourds quand vous êtes obligé, quand vous devez réhabiliter une école, un gymnase, pour à la fois la rénovation thermique et puis en même temps, je dirais, prendre en compte quelques adaptations par rapport aux besoins des usagers. Voilà, actuellement, bien, sur Montigny-le-Bretonneux, nous avons déjà rénové une maison de quartier comme cela en termes de rénovation thermique et nous avons fait moins 60% en économie d'énergie sur cet équipement. Nous sommes en train de lancer la rénovation d'un gymnase, du plus grand gymnase de la ville. Donc là, ça veut dire en plus non seulement des financements, mais aussi une organisation pour arriver à faire ces travaux de rénovation en site occupé, donc deuxième niveau de complexité. Et nous sommes également en train de rénover, de lancer la rénovation d'une crèche. Voilà, donc effectivement beaucoup de choses et donc en même temps de recomposer l'offre, la partie je dirais bâtimentaire, parce que évidemment on ne peut plus avoir la même vision du bâtiment que dans les années 80. Il faut être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus travailler sur une logique de mutualisation beaucoup plus importante, ce qui veut dire aussi travailler avec les habitants, ça veut dire mutualiser, ça veut dire aussi avoir des usages différents pour les associations.
Donc là aussi, il y a tout un travail. Mais cela, c'est quelque chose qui est valable également pour l'État, pour les entreprises, par rapport à cette des bons réflexes de gestion, mais aussi la question, on se pose du retour sur investissement. Quand on voit les économies que vous pouvez espérer en matière énergétique sur un équipement qui était avant une passoire thermique, comment vous allez pouvoir lisser aussi dans le temps ce retour sur investissement? Alors, il y a en fait deux types il y a à la fois, je dirais, des travaux d'économie d'énergie qui peuvent être à retour assez rapide et qui sont des travaux, je dirais, assez faciles à mettre en œuvre, du type changement de chaudière pour avoir des chaudières à condensation ou pour passer sur des pompes à chaleur. On peut avoir des opérations de renouvellement, de relamping, comme on dit, c'est-à-dire de passage au LED. Et donc là, il y a un autre mécanisme intéressant à utiliser, c'est le prêt Intracting qui est offert par la Banque des Territoires à un taux intéressant, donc qui permet d'accompagner les collectivités locales. Et puis sur des opérations plus importantes, c'est sûr que là c'est arriver à mobiliser les fonds pour pouvoir être accompagnés et aussi quelque part, de toute façon, on n'est jamais accompagné à 100%, bien évidemment. Donc, il faut aussi arriver à être ce sujet d'autonomie financière pour pouvoir se financer de telles rénovations est importante, puisque la rénovation là, de ce gymnase, c'est, je dirais, un projet qui va être de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros. Charlotte Libert-Albanel, à Vincennes, comment se font les arbitrages? Comment vous arrivez aussi à vous projeter, faire à la fois de la planification sur le long terme et puis répondre aux urgences du court terme? Alors, je reviendrai peut-être sur les mots de ma collègue sur la méthode. Je pense, alors, à Vincennes, on a fait une relecture approfondie de toutes nos politiques publiques, parce que je pense qu'on en est tous à peu près là, faire en sorte de relire l'ensemble de nos politiques publiques pour essayer de maintenir le niveau actuel de nos services tout en diminuant les coûts. Ce travail, c'est un travail important qui demande beaucoup de temps et sur lequel on arrive généralement quand même à quelques résultats pour essayer de dégager des marges de manœuvre. Nous, ça fait 6 ou 7 ans qu'on a débuté ce travail qui nécessairement aussi vient à un moment à toucher à la masse salariale. On a sur 700, à l'époque 800 employés, on est passé à 700 en relisant la totalité de nos politiques publiques, donc ça a des conséquences aussi directes sur l'emploi, très clairement au niveau local. Alors ce qui est vrai à Vincennes l'est d'autant plus en milieu rural où je pense qu'effectivement la collectivité a un rôle d'employeur qui est majeur, donc ça suppose quand même un certain nombre de... Mais cette réduction de personnel, elle s'est faite avec un service constant ou avec Oui, c'était ça tout l'enjeu, c'est de pas sacrifier le niveau de nos services publics locaux. C'est tout le débat de ce matin, c'est comment faire en sorte de maintenir le niveau d'exigence attendu en termes de qualité de service public en diminuant les coûts. Ça, c'est la première chose pour essayer de dégager un certain nombre de marges de manœuvre en termes de fonctionnement qui financeront l'investissement, comme vous l'avez très bien dit, et des marges de manœuvre sur l'investissement, on en a besoin parce que nous sommes confrontés à un certain mur, on va se le dire quand même, sur des rénovations immédiates, que ce soit sur la rénovation énergétique, sur des bâtiments qu'on nous demande de rénover parce que nous n'en avons pas le choix en termes d'usage, et donc il faut bien financer. Donc on a été tous cherchés dans nos collectivités, ça je pense qu'il faut que le ministre l'entende. Les maires sont des gens responsables. On a tous fait ces recherches de marge de manœuvre dans nos collectivités et on continue à les faire. Mais il arrive à un moment où le gras, il n'est plus là. Donc il faut qu'on nous donne de l'espace pour dire quelles sont les priorités gouvernementales et la priorité de nos besoins, de traitement de nos besoins des populations locales. À Cayenne, à Vincennes, ce ne seront certainement pas les nôtres. Et c'est pour ça qu'il faut que, et je reviens un peu sur nos discussions de tout à l'heure, la décentralisation. Faites confiance aux maires. Ce sont les seuls qui peuvent, à un niveau local, savoir ce dont les populations ont besoin. On est des gens responsables, donc l'argent qu'on utilise, on l'utilise à bon escient. Peu de nous
faire des projets pharaoniques comme on a pu le faire dans quelques années. Et la clé pour ça, c'est la responsabilité locale, la responsabilité du maire, et donc ça passe par une autre phase de décentralisation, mais ça c'est un autre sujet. Charlie Varin, dans une commune nouvelle comme la vôtre, aussi les arbitrages entre l'urgence des services à développer et puis le long terme de l'investissement préparé en fonction du contexte, et puis tout ce qu'on nous dit sur l'adaptation au changement climatique, par exemple, mais aussi mettre en œuvre dans un milieu rural la nécessité d'accueillir des berceaux, de donner envie aux gens de bien vivre dans une qualité de vie. Comment on marie tout ça ? Eh bien, comme l'a dit notre collègue, on fait des choix également. Alors déjà, on fait en sorte d'avoir une capacité d'autofinancement net qui permette de continuer à investir. Et je voudrais rebondir sur les propos du ministre sur les 7,1% de revalorisation des bases. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, puisque sur ma commune, ça ne représente que 42% des recettes. Une fois que vous avez payé le service de défense incendie, le service ordures ménagères ou le syndicat d'ordures ménagères, il ne reste plus de gras. Donc voilà, après, c'est des arbitrages nouveaux, des diminutions de services publics là où c'est possible et là où c'est le moins impactant, pour pouvoir continuer à investir et répondre aux nouveaux besoins. Et les nouveaux besoins en milieu rural, c'est dans certains territoires des berceaux pour des micro-crèches, dans d'autres territoires, c'est des places en résidence autonomie pour des populations vieillissantes. Et le sujet qui concerne beaucoup de territoires ruraux également, c'est le sujet de la santé, où là, on nous demande de plus en plus d'investir pour accueillir des professionnels de santé. Et là, les habitants sont d'accord avec cette priorité, mais on n'est pas forcément sur une compétence communale à la base, et on fait ce qu'on peut. Mais voilà, des arbitrages, des diminutions de services les moins impactants possibles pour continuer à investir et répondre aux défis aussi des transitions, pour aussi limiter nos coûts de gaz et d'électricité en travaillant par exemple sur une chaufferie bois dans le bocage normand. C'est quelque chose qui peut avoir un peu de sens. Arbitrage à Cayenne, Sandra Trochimara, comment vous procédez aujourd'hui face à toute cette demande et puis une augmentation de population? Est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte dans le financement aussi de vos ressources? Vous avez parlé d'urgence. À Cayenne, c'est l'extrême urgence. Avec ces deux curseurs dont je vous ai parlé, cette croissance démographique et cette immigration importante. Et donc, les projections que nous faisons sont des projections sur lesquelles nous nous basons sur donc, les paramètres que nous prenons en compte, mais pour lesquels il est difficile de se projeter. Aujourd'hui, avec un budget d'investissement à 58 millions d'euros, ce sont des écoles encore à construire. C'est l'établissement multi-accueil qui va accroître notre capacité en termes de réponse pour la petite enfance. Ce sont des maisons de quartier encore à construire à travers autour des différents logements sociaux. Donc, comme je le regardais là, au loin, commune attaquée aujourd'hui, nous sommes des communes fragilisées et comme vous disiez, la confiance, elle doit être fortement portée au niveau des maires. Nous sommes donc dans cette proximité qui nous permet d'identifier, je dirais, de façon extrêmement pertinente les besoins de nos populations et les moyens dont nous avons besoin pour y répondre efficacement. Antoine Homé. Bien, écoutez, je crois qu'en tout cas, nous avons eu raison, au-delà du sujet classique des finances locales, de mettre un sujet précis à l'ordre du jour. Nous souhaitions que ça soit la petite enfance parce que c'est une compétence structurante. C'est aussi une force de notre pays. Moi, je suis élu d'une région transfrontalière, l'Alsace, et nous savons que des pays voisins, l'Allemagne, qui a beaucoup développé, par exemple, sa politique de la natalité autour du développement de petite enfance, est très en retard. Pas très loin, nos amis italiens aussi sont très en retard. Donc c'est intéressant, nous sommes à quelques mois des élections européennes, de mettre en regard nos politiques publiques locales et leur financement avec ce qui se passe ailleurs. Et on le dit souvent, mais c'est vrai, les services publics sont un avantage comparatif de la France. C'est pour ça que nous avons besoin également de financement pérenne sur ces sujets. Le mode de gestion peut être communal ou intercommunal. Dans mon agglomération, c'est assez original. À Mulhouse, nous avons pris la compétence petite enfance à la fois sur les multi-accueils, mais aussi la compétence périscolaire. Mais ce
ce qui est surtout vrai, c'est que c'est y compris évidemment un vecteur d'épanouissement familial de la famille, mais aussi de développement économique. Parce qu'on le disait, on veut réindustrialiser notre pays, on veut le redévelopper. Et donc, de ce point de vue-là, une compétence petite enfance prospère par les financements qui sont portés, c'est essentiel. Et puis, je termine sur un dernier sujet, c'est la question de l'emploi public. Les collègues l'ont dit, une des difficultés que nous avons dans ce domaine et dans d'autres, c'est qu'il y a une crise de l'emploi public. Alors, on a eu des revalorisations de points d'indice justifiées par nos agents, insuffisantes, et nous posons la question quand même là, effectivement, de la revalorisation de l'emploi public. Il y a Philippe Laurent qui suit ce sujet de près. Le président du comité des finances locales, voilà. Pardon, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ne mélangeons pas. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons besoin probablement d'une réflexion sur la revalorisation de l'emploi public local, mais ça passera aussi par la question des moyens qu'évoquait André Laignel. Finalement, on peut dire tout ce que l'on veut. Si nous sommes à court de moyens financiers, tout ça ne peut pas prospérer. Je voulais insister sur ce point et remercier également tous les intervenants, à la fois les élus, et puis on a toujours une salle bien garnie. Bon, le ministre a dû partir, on a quand même pu, c'est bien, débattre avec lui, parce qu'il n'y a rien de pire. Ça arrive parfois que les ministres viennent, parlent 20 minutes et ils partent, même si ce n'était pas facile pour lui. Nous avons eu, je crois, un assez bon débat, même si nous avons encore des questions à lui poser, mais nous le reverrons. Vous le Merci reverrez, à tous. et puis cet après-midi, on entendra la résolution générale du Congrès qui, bien évidemment, reprendront vos propositions. On se retrouve à 14h dans cet auditorium. Merci, et vous pouvez applaudir nos intervenantes et intervenants de cette matinée.